Le patron a offert une robe à sa femme de ménage et a exigé qu'elle l'accompagne à la fête de luxe. Mais quand elle est arrivée, tout le monde s'est tu. Claire Martin, 32 ans, entame chaque matin dans un silence méticuleux, un rituel de gestes précis et de pas mesurés. Elle travaille depuis près de 6 ans comme femme de ménage au sein du cabinet d'architecture Duvivier & Associés, l'un des plus prestigieux de Paris. Situé dans un immeuble haussmannien du 8e arrondissement, le bureau respire la réussite. Parquets cirés, verrières industrielles, murs ornés de plans techniques et de maquettes imposantes. Claire y entre toujours avant l'aube, quand seul le bourdonnement lointain de la ville et la lumière crue des néons l'accompagnent. Elle commence par le hall, puis progresse vers les bureaux. Elle connaît les habitudes de chacun sans jamais les avoir vraiment rencontrés. Monsieur Leblanc laisse toujours une tasse de café à moitié pleine près de son clavier. Madame Roussel oublie régulièrement ses écharpes sur le dossier de sa chaise. Les jeunes architectes laissent des brouillons froissés qu'elle ramasse sans jamais les lire. Elle les voit arriver, élégants, sûrs d'eux, parlant fort, gesticulant avec passion devant leurs écrans ou dans les salles de réunion vitrées. Claire, elle, se faufile entre eux comme une ombre discrète. Personne ne lui parle, sauf pour lui indiquer un oubli ou un changement d'horaire. Les bonjours sont rares, les merci encore plus. Mais Claire n'attend rien. Elle s'est habituée à cette invisibilité qui la protège autant qu'elle l'isole. Elle accomplit son travail avec une rigueur presque silencieuse, trouvant un certain apaisement dans la propreté, dans l'ordre qu'elle impose à un monde trop rapide pour elle. Son uniforme gris pâle, ses cheveux attachés en un chignon strict, ses chaussures confortables usées par les années, tout en elle respire la discrétion. Lorsqu'elle quitte les lieux en fin de matinée, les bureaux commencent à s'animer. Elle croise parfois des regards, mais jamais assez longtemps pour qu'on s'en souvienne. Elle rentre dans son petit studio du quartier de Belleville, déjeune seule, lit quelques pages d'un roman emprunté à la médiathèque, puis s'endort quelques heures avant de recommencer son service du soir, dans une autre entreprise. Le seul lien personnel qu'elle entretient encore est avec sa voisine de palier, une retraitée algérienne nommée Malika, qui lui offre parfois du thé à la menthe et des gâteaux maison. Elles échangent quelques mots sur le palier, des banalités surtout, mais cela suffit à Claire pour se rappeler qu'elle existe, qu'elle n'est pas seulement un corps utile parmi les autres. À la tête du cabinet se trouve Nicolas Duvivier, 39 ans, héritier discret d'un empire bâti par son père. Il est rarement au bureau, mais quand il s'y trouve, son autorité est palpable. Élégant, froid, toujours pressé, il impressionne sans effort. Contrairement aux autres, il a cette façon étrange de tout observer sans forcément parler. Claire l'a croisé à plusieurs reprises, brièvement, lors de ses passages matinaux ou lorsqu'il restait tard le soir. Il ne l'a jamais saluée, mais elle a surpris son regard posé sur elle sans hostilité, mais avec une curiosité difficile à décrypter. Il y a quelques semaines, elle l'a vu assis seul dans la grande salle de réunion, lumière tamisée, les mains croisées sur un dossier ouvert. Il semblait ailleurs. Claire avait hésité à entrer pour vider les corbeilles, puis s'était finalement retirée sans bruit. Depuis ce soir-là, elle l'a aperçu plus souvent, comme s'il guettait ses allées et venues, toujours sans un mot. Elle ne sait rien de lui, sinon ce que racontent les rumeurs des couloirs, qu'il a quitté une brillante carrière à Londres pour reprendre l'entreprise familiale, qu'il a été fiancé à une certaine Juliette Morel, aujourd'hui associée d'une agence concurrente, et qu'il ne fait confiance qu'à une poignée de collaborateurs triés sur le volet. Rien qui ne concerne Claire, du moins c'est ce qu'elle pense. Chaque jour ressemble au précédent. Le chiffon humide glisse sur les surfaces en verre, les sacs poubelles se remplissent de déchets bien rangés, les parfums de café et d'imprimantes saturent l'air. Claire s'y perd parfois, se demandant si sa vie n'est pas en train de s'étioler dans les interstices de celle des autres. Mais il y a aussi une forme de paix dans cette répétition, une stabilité qu'elle n'ose plus questionner. Elle n'imagine pas que quelque chose pourrait venir perturber cet équilibre silencieux. Et encore moins que ce sera Nicolas Duvivier lui-même qui, sans avertissement, fera voler en éclats la frontière entre son monde à elle et celui des autres. Dans quelques jours, tout changera. Mais pour l'instant, Claire ne sait rien. Elle continue simplement d'effacer les traces d'un monde qui ne la voit pas. Le mercredi suivant, une pluie fine s'abattait sur les toits de Paris, couvrant les vitres du cabinet Duvivier & Associés d'un voile translucide qui estompait les contours de la ville. Claire trempait jusqu'aux chevilles, malgré son parapluie bon marché,
entra discrètement par la porte de service comme à son habitude. Ses pas humides sur le sol ciré laissèrent de brèves empreintes qu'elle s'empressa d'effacer, presque honteuse d'avoir troublé l'harmonie du lieu. Elle ne savait pas que cette journée, anodine en apparence, allait bouleverser tout ce qu'elle croyait figé dans sa routine. Vers 10 heures du matin, alors qu'elle finissait de vider les corbeilles de la salle des plans, un assistant à l'allure nerveuse l'aborda. C'était la première fois qu'il lui adressait la parole autrement que par un signe ou un froncement de sourcils. Il lui tendit un petit papier plié en deux, visiblement embarrassé. « Monsieur Duvivier souhaite vous voir dans son bureau. Maintenant », dit-il sans plus d'explication. Claire sentit un frisson la parcourir. Elle vérifia immédiatement mentalement si elle avait fait une erreur. Oublié une pièce, cassé quelque chose. Rien ne lui venait. L'ordre était inhabituel. Jamais un supérieur ne lui avait demandé une entrevue privée. L'angoisse noua son ventre. Le couloir vers le bureau du directeur semblait soudain plus long, plus étroit. Elle essuya ses mains moites sur son tablier et prit une inspiration avant de frapper doucement à la porte. « Entrez !» lança une voix calme. Le bureau de Nicolas Duvivier était baigné d'une lumière grise filtrée par de lourds rideaux. L'homme était debout, appuyé contre la table, les bras croisés. Il ne portait pas sa veste, seulement une chemise blanche, impeccable, et un pantalon sombre. Claire resta près de la porte, droite comme un piquet, incapable de comprendre la raison de sa convocation. « Merci d'être venu, » dit-il simplement, sans détourner les yeux d'elle. « J'ai quelque chose pour vous. » Il se pencha, ouvrit un tiroir, et en sortit une boîte rectangulaire, longue, soigneusement emballée dans un papier noir satiné, sans ruban mais élégamment plié. Il la tendit à Claire avec un sérieux qui contrastait avec l'étrangeté du geste. « C'est pour vous. J'aimerais que vous m'accompagniez à une réception ce samedi soir. » Claire cligna plusieurs fois des yeux, certaine d'avoir mal compris. « Pardon. Une réception ?» balbutia-t-elle, presque inaudible. « Oui. Une fête d'entreprise, une sorte de gala annuel. J'y vais chaque année. Cette fois, je ne souhaite pas y aller seul. Je vous demande de m'y accompagner. » Il ne souriait pas, ne montrait aucun signe d'amusement ou d'embarras. Tout dans sa posture et son regard transmettait une sincérité déconcertante. Claire baissa les yeux vers la boîte qu'elle n'osait pas prendre. « Je ne comprends pas, » murmura-t-elle. « Pourquoi moi ?»« Parce que j'en ai envie, » répondit-il simplement. « Ouvrez la boîte à la maison. C'est un vêtement qui, je pense, vous ira parfaitement. Je vous demanderai juste d'être prête pour 19 heures. Je viendrai vous chercher. » Il s'éloigna alors, contourna le bureau et s'assit devant son ordinateur, comme si l'entretien était terminé. Claire resta figée une seconde, puis, à demi paralysée, saisit la boîte et quitta la pièce, le cœur battant à tout rompre. Dans le couloir, elle sentait les regards des autres employés peser sur elle, bien qu'aucun ne lui adressât la parole. Elle avait été vue entrant dans le bureau du patron, avec un paquet entre les mains, et elle n'était pas censée exister à ce niveau. De retour chez elle, le soir venu, Claire posa la boîte sur la table de sa petite cuisine. Elle hésita un long moment avant de l'ouvrir. Ses mains tremblaient, autant de crainte que de trouble. Quand elle déplia enfin le papier noir, elle découvrit une robe, bleu nuit, longue, en tissu fluide, avec des finitions d'une précision absolue. Le genre de vêtement qu'elle n'avait vu que dans les vitrines de la rue Saint-Honoré ou sur des couvertures de magazines. Il n'y avait pas d'étiquette de prix, mais elle savait instinctivement que cela coûtait plus qu'un mois entier de son salaire. Elle ne comprenait pas ce geste. Était-ce une erreur? Une plaisanterie cruelle? Un test? Elle inspecta chaque couture comme pour y trouver un indice de l'intention cachée. Rien. Tout était parfait. Beaucoup trop parfait. Elle reposa la robe dans sa boîte, s'assit sur son lit et resta là longtemps, dans le silence de son appartement, à écouter le bruit de la pluie contre les carreaux. Les jours suivants furent marqués par une tension étrange. Dans les bureaux, les conversations semblaient s'arrêter à son passage. Certains murmuraient, d'autres l'observaient avec curiosité. Claire sentait la pression monter sans savoir comment y répondre. Elle évitait les regards, accélérait son travail, espérant presque que Nicolas change d'avis. Mais il ne fit rien. Il ne la convoqua pas de nouveau. Il ne parla à personne. Il se contentait de continuer sa routine, imperturbable. Elle finit par se demander si ce n'était pas elle qui délirait. Peut-être avait-elle rêvé cette scène. Peut-être avait-elle interprété un geste sans importance comme un signe. Pourtant, la robe était bien là, suspendue désormais derrière la porte de sa chambre, comme une présence étrangère et majestueuse qu'elle n'osait toucher. Le samedi approchait,
inévitable. Claire se débattait intérieurement. Devait-elle y aller? Était-elle en train de faire une erreur monumentale? Mais comment refuser un ordre direct de son employeur? Et si c'était un piège? Une mascarade montée pour se moquer d'elle? L'angoisse montait à mesure que le jour avançait. Elle consulta son reflet dans le miroir à plusieurs reprises, essayant d'imaginer à quoi elle ressemblerait dans cette robe. Chaque fois, elle détournait les yeux, incapable de s'y projeter. Mais quelque chose d'autre, plus profond, résistait à la peur. Un éclat de fierté peut-être, ou de curiosité. Une voix discrète en elle qui murmurait que cette opportunité, si étrange soit-elle, pouvait être le moment de se tenir autrement. Pas pour plaire, ni pour être acceptée, mais pour comprendre, pour voir, pour affronter ce qui se cache derrière les portes dorées du monde qui l'ignore. Et tandis que la pluie cessait enfin de tomber sur Paris, Claire Martin se préparait à franchir une ligne invisible. Sans savoir ce qui l'attendait, elle serra la boîte contre elle. Elle ne savait pas pourquoi Nicolas Duvivier l'avait choisie, mais elle allait le découvrir, lundi matin. À peine Claire franchit-elle la porte de service que l'ambiance dans les couloirs semble avoir changé. Ce n'est pas une modification visible, mais un frémissement presque imperceptible dans l'air. Des discussions qui cessent dès qu'elle passe, des regards furtifs, des sourires dissimulés derrière des écrans. Le bureau, d'ordinaire indifférent à sa présence, la scrute désormais, comme un objet de curiosité. Elle s'efforce de garder le même rythme, les mêmes gestes, les mêmes habitudes. Son chariot de nettoyage roule lentement sur le carrelage. Ses mains gantées réorganisent les fournitures dans les tiroirs sans trembler. Mais intérieurement, tout vacille. Claire a compris dès les premiers instants que la scène de jeudi n'était pas restée secrète. La boîte noire, la convocation dans le bureau de Nicolas Duvivier, les allées et venues des assistants, tout s'est transformé en rumeur. Les premiers à réagir furent les secrétaires. 2 femmes aux talons aiguilles et aux ongles vernis qui jusque-là ne l'avaient jamais saluée. Ce matin-là, elles échangent un regard entendu lorsqu'elles passent devant leur bureau. Claire les entend chuchoter derrière elle. Un prénom est prononcé, Claire, suivi d'un rire étouffé. Puis viennent les jeunes architectes, ces diplômés brillants qui traînent leur arrogance comme une seconde peau. Certains la fixent avec une intensité presque agressive. D'autres la fuient, comme si sa proximité risquait de compromettre leur propre image. Elle croise le regard de Thomas, un stagiaire qui, jadis, lui avait tendu un café par erreur en la prenant pour une collaboratrice. Il lui lance un clin d'œil ironique. À la machine à café, 2 cadres rient à voix basse. « Tu crois qu'elle a des talents cachés, celle-là » Elle feint de ne pas entendre. Mais chaque mot s'enfonce comme une écharde sous la peau. L'atmosphère se densifie à mesure que les heures passent. On ne lui parle toujours pas, mais on la voit. Et cette visibilité soudaine est loin d'être bienveillante. Elle devient le sujet d'un jeu cruel. Certains s'amusent à imaginer des scénarios absurdes. D'autres spéculent sur la relation entre elle et le patron. On lui attribue des intentions, des secrets, des ambitions qu'elle n'a jamais eues. Elle entend même dire que Nicolas Duvivier aurait des goûts exotiques, des penchants pour l'authentique, des fantasmes de bourgeois en quête de frissons. Claire serre les dents. Elle n'a rien demandé. Elle n'a rien provoqué. Et pourtant, la meute s'échauffe autour d'elle, prête à dévorer ce qu'elle ne comprend pas. Le plus troublant, c'est l'absence de réaction de Nicolas. Depuis jeudi, elle ne l'a pas revu. Pas un mot, pas un regard. Il ne fait rien pour calmer les rumeurs. Il laisse le feu couver, comme s'il n'était pas concerné. Cela la blesse plus qu'elle ne veut l'admettre. Une part d'elle espérait qu'il mettrait les choses au clair, qu'il rappellerait à tous qu'elle était sa convive, et non un sujet de commérage. Mais il reste silencieux, intouchable, loin. Claire songe un instant à tout annuler, à lui rendre la robe, à refuser l'invitation. Elle imagine le soulagement immédiat que cela lui apporterait. Plus de regards en coin, plus de rumeurs. Elle redeviendrait invisible, et cette invisibilité soudain lui semble précieuse. Elle ouvre le tiroir de sa table de nuit, en sort un morceau de papier et commence à écrire quelques lignes. Une note polie, sèche, où elle décline l'offre. Mais au moment de signer son prénom, elle s'arrête. Elle pense à son père, à ses mains rugueuses d'ouvrier, à ses discours sur la dignité, sur le fait de ne jamais baisser la tête devant ceux qui croient valoir plus que les autres. Elle se souvient de cette fois où, petite, elle l'avait vu être humiliée par un client, et comment il avait malgré tout terminé son travail sans jamais répondre à l'offense.
Il lui avait dit ce jour-là, « Le vrai pouvoir, c'est de rester soi-même, même quand tout autour essaie de te faire douter que tu vaux quelque chose. » Elle replie le papier, le déchire et le jette à la poubelle. Elle ira. Pas pour Nicolas, pas pour les rumeurs, mais pour elle. Pour prouver au moins une fois qu'elle peut traverser le feu sans se brûler. Elle sait que les jours suivants seront encore plus durs. Elle sait qu'elle sera observée, jaugée, méprisée. Mais elle est décidée. Elle ne fuira pas. Le vendredi, un changement subtil s'opère dans le comportement de certains collègues. Peut-être est-ce la rumeur qui s'est transformée en certitude. Peut-être que les commentaires ont circulé plus vite qu'elle ne l'imaginait. Toujours est-il que Claire sent une nouvelle couche de regard s'ajouter. La jalousie. Une architecte d'une quarantaine d'années, réputée pour son perfectionnisme glacial, la fixe longuement à la photocopieuse. Elle ne dit rien, mais ses yeux parlent à sa place. « Pourquoi toi et pas moi ?» Un peu plus tard, Claire surprend 2 assistantes parler dans la kitchenette. « Tu crois qu'il est sérieux? Il pourrait avoir n'importe qui. » C'est peut-être justement ça. Elle, au moins, elle dira oui. Ou alors c'est un pari. Tu sais comment ils sont, les types de son genre. Claire passe devant elle sans ralentir. Elle se sent transpercée, mais continue de marcher. Elle s'interdit de réagir. Chaque mot qu'elle entend devient une armure. Chaque rumeur la rend plus forte. Si elle cède maintenant, elle ne se relèvera pas. Et pourtant, le doute persiste. Que cherche vraiment Nicolas Duvivier? Est-ce un jeu? Une provocation? Ou voit-il réellement en elle quelque chose que les autres ne peuvent pas voir? Cette question, suspendue comme une lame invisible, l'accompagne jusqu'au samedi. Ce jour-là, elle se lèvera, enfilera cette robe et ira au-devant de ceux qui pensent qu'elle n'a rien à faire parmi eux. Elle ne sait pas encore ce qu'elle y trouvera, mais elle y sera, droite, silencieuse, et prête à affronter ce que le monde attend d'elle, samedi après-midi. Le ciel au-dessus de Paris est d'un gris uniforme, presque oppressant. Les rues sont calmes comme si la ville retenait son souffle. Dans son petit appartement de Belleville, Claire Martin se tient debout devant le miroir, la robe encore sur le cintre, suspendue à la porte de son armoire. Le tissu bleu nuit semble absorber la lumière, comme un morceau de nuit taillé pour une silhouette qu'elle ne reconnaît pas encore comme la sienne. Elle l'observe sans bouger, paralysée par le poids de cette simple question. Doit-elle vraiment la mettre? Tout en elle hésite. Une partie craint l'humiliation, l'autre refuse de fuir. Elle a passé la matinée à nettoyer chaque recoin de son logement, comme si l'ordre autour d'elle pouvait apaiser le chaos intérieur. À chaque coup de chiffon, elle repensait aux visages croisés durant la semaine, aux rires étouffés, aux sous-entendus. Chaque mot entendu, chaque regard échangé avait laissé une empreinte, un doute, une brûlure. Pourtant, malgré tout, elle est là, encore debout, encore incertaine, mais présente. Elle finit par décrocher la robe et la pose sur son lit. Elle la touche du bout des doigts. Le tissu est soyeux, léger, presque irréel. Rien dans sa garde-robe ne s'en approche. Elle n'a jamais rien porté d'aussi précieux. Elle retire lentement son pull, ses jeans, son vieux soutien-gorge fatigué. Elle se regarde dans la glace en sous-vêtements. Les marques de son quotidien sont visibles. Les cernes, les épaules légèrement voûtées, les mains abîmées. Puis elle enfile la robe, d'abord avec maladresse, comme si elle trahissait quelque chose en la portant. Ensuite avec précaution, jusqu'à ce que le tissu épouse parfaitement son corps. Lorsqu'elle se voit enfin dans le miroir, elle a un mouvement de recul. Ce qu'elle voit ne lui ressemble pas. La coupe de la robe allonge sa silhouette, affine ses épaules, souligne la courbe discrète de sa taille. Elle paraît plus grande, plus droite, presque autre. Mais ce n'est pas le reflet qui la trouble, c'est la dissonance entre cette image et l'idée qu'elle se fait d'elle-même. Claire Martin, la femme invisible, silencieuse, nettoyant les traces des autres, n'a jamais eu l'espace pour penser qu'elle pourrait aussi être belle. Elle avance lentement vers le miroir, observe son visage, ses cheveux relevés en un chignon qu'elle a refait 3 fois, ses lèvres sans rouge, ses yeux sans maquillage. Elle se demande si elle devrait se maquiller, ajouter quelque chose pour compléter l'apparence. Elle ouvre une trousse ancienne, retrouve un rouge à lèvres offert par Malika il y a des années. Elle l'applique doucement. Le résultat la surprend. Ce petit geste, ce détail, lui donne un air plus assuré, moins timide. Mais l'assurance est fragile. Le miroir, en renvoyant cette image transformée,
lui rappelle aussi qu'elle va quitter le territoire connu. Elle va entrer dans un espace où elle ne sera pas à sa place. Elle imagine les regards, les commentaires, les sourires moqueurs. Elle pense à Juliette Morel, dont on parle encore comme d'une référence de beauté et de raffinement. Elle pense à tous ceux qui la verront arriver au bras de Nicolas Duvivier et qui chercheront immédiatement à la réduire à ce qu'elle était, la femme de ménage. Une intrusion dans un monde qui se veut fermé, codifié, réservé. Claire hésite. Elle fait quelques pas dans la pièce, sent le tissu glisser contre sa peau, écoute le silence autour d'elle. Elle regarde l'heure. Il est bientôt 18 heures. Nicolas ne tardera pas. Elle pourrait encore changer d'avis. Retirer la robe, remettre ses vêtements habituels, s'excuser, dire qu'elle est malade. Personne ne l'obligerait à y aller. Elle pourrait rester là, au chaud, dans son monde simple, loin des projecteurs cruels. Mais quelque chose en elle refuse de céder. Une voix, enfouie depuis longtemps, qui se fait entendre maintenant. Ce n'est pas la voix de la revanche, ni celle de l'orgueil. C'est celle du droit. Le droit de franchir une porte, même si elle n'a pas été invitée. Le droit de se montrer, même si on ne l'attend pas. Le droit d'être sans avoir à s'excuser d'exister. Elle attrape un manteau long, sobre, qu'elle garde pour les occasions rares. Elle enfile des chaussures à talons modestes, qu'elle porte à peine, mais qui suffisent à lui donner une autre allure. Elle prend son sac, vérifie une dernière fois son reflet, et se fige. Le doute revient, tenace. Elle s'assied au bord du lit, les mains jointes. Le silence est lourd. Elle se demande ce que pense Nicolas, pourquoi il l'a choisi, ce qu'il espère en l'emmenant là-bas. Puis elle entend une voiture se garer, le bruit discret d'un moteur haut de gamme. Elle se lève d'un bond, saisie par une brusque montée d'adrénaline. Elle ne veut pas qu'il monte. Elle ne veut pas qu'il voie son appartement, son monde, sa réalité. Elle descend les escaliers 4 à 4, retient sa respiration et ouvre la porte d'entrée de l'immeuble. Nicolas est là, appuyé contre une berline noire, les mains dans les poches, vêtu d'un costume sobre, élégant, sans excès. Lorsqu'il la voit, il ne dit rien. Il l'observe. Son regard ne porte ni surprise, ni jugement. Seulement une reconnaissance muette. Il lui ouvre la portière sans un mot. Elle entre. La voiture démarre dans un silence confortable. Durant le trajet, Claire garde les yeux fixés sur la ville qui défile. Les rues familières deviennent étrangères. Elle se sent comme une passagère clandestine, dans un univers qu'elle n'a jamais habité. Nicolas ne parle toujours pas, mais sa présence n'est pas lourde. Elle est stable. Claire inspire profondément. Ce soir, elle ne sait pas ce qui l'attend. Elle ne sait pas si elle sera humiliée, ignorée ou simplement tolérée, mais elle a pris la décision d'y aller. Et cette décision, à elle seule, est déjà une victoire. La voiture s'arrêta devant le majestueux hôtel particulier Saint-Honoré. Bâtiment historique, niché dans une rue discrète, mais renommé du 8e arrondissement. Un portier en livrée s'avança immédiatement pour ouvrir la portière. Claire sentit son cœur battre contre sa poitrine comme un tambour. Lorsqu'elle posa le pied sur le trottoir, elle eut une brève hésitation, comme si le sol pouvait soudain se dérober sous elle. Nicolas, calme, lui tendit le bras. Elle le prit. À cet instant précis, il n'y avait ni patron ni employé. Seulement 2 personnes entrant ensemble dans un lieu où aucune des deux n'était véritablement attendue dans cette configuration. La façade illuminée de l'hôtel lançait des reflets dorés sur les pavés encore humides. Les portes s'ouvrirent sur un hall d'entrée au marbre éclatant, dominé par un lustre imposant dont les cristaux captaient la lumière comme autant d'éclats d'yeux braqués sur eux. Un majordome les salua d'un ton cérémonial, leur indiquant le chemin vers le grand salon où se déroulait la réception annuelle des grands noms de l'architecture, des investisseurs influents, des politiciens locaux et de quelques figures de la culture parisienne. Dès l'instant où Claire franchit le seuil du salon, un silence pesant s'abattit sur la salle. Cela ne fut pas immédiat, mais progressif, comme une onde qui se propage, qui fige les rires, suspend les conversations, arrête les mouvements. Ce n'était pas Nicolas que l'on regardait, bien qu'il fût l'un des hommes les plus attendus de la soirée. C'était elle, Claire, cette femme inconnue, élégamment vêtue, au bras de l'hôte le plus en vue. Les regards se tournèrent vers elle, certains avec incrédulité, d'autres avec un mélange de surprise, d'étonnement, de jugement silencieux. Elle sentit le poids de chaque œil posé sur elle, analysant sa tenue, sa posture, son visage. Il y avait des sourcils froncés, des lèvres pincées, des yeux plissés par l'interrogation. Qui était-elle?
Pourquoi était-elle là? Et surtout, que faisait-elle au bras de Nicolas Duvivier? Le maître de cérémonie, un vieil homme à la voix claire, interrompit brièvement son discours pour les saluer d'un hochement de tête, sans rien commenter. La musique reprit doucement. Les conversations aussi, mais plus discrètes, ponctuées de chuchotements et de regards insistants. La présence de Claire avait modifié la dynamique de la soirée en un instant. Elle n'était pas seulement une invitée. Elle était devenue un mystère à résoudre, une perturbation dans l'ordre établi. Nicolas, comme s'il ne percevait rien de l'agitation ambiante, salua quelques connaissances, introduisant Claire à personne. Il ne prononça pas un mot pour expliquer sa présence, ne la présenta pas comme employée, ni comme amie, ni comme compagne. Ce silence volontaire fut perçu comme un défi par certains et comme une provocation par d'autres. Claire, elle, se contenta de sourire légèrement sans parler, sans fuir, droite, le dos tendu par une tension invisible. Elle sentait chaque muscle de son corps contracté, mais refusait de le montrer. Ils s'approchèrent du buffet, où des serveurs en gants blancs proposaient des amuse-bouches raffinées et des coupes de champagne millésimées. Claire prit une coupe, davantage pour occuper ses mains que par envie de boire. Elle fit un effort conscient pour ne pas trembler. À ses côtés, Nicolas restait calme, presque impassible, comme s'il se nourrissait de ce silence étrange, comme s'il attendait de voir jusqu'où la soirée pouvait aller. Peu à peu, les groupes se reformèrent. Les gens recommencèrent à parler, mais pas comme avant. Il y avait dans chaque échange une tension nouvelle, une retenue. L'événement avait pris une autre couleur, et au centre de ce changement, Claire, sans avoir prononcé un seul mot, avait déplacé les lignes. Certaines femmes de la haute société présente, vêtues de robes aux coutures parfaites, la détaillaient de haut en bas avec un mépris mal dissimulé. Quelques hommes, amusés, la regardaient avec une lueur d'intérêt teintée de curiosité. Mais personne n'osait s'approcher. Elle était au bras de Nicolas, et cette seule proximité suffisait à ériger une barrière que peu osaient en franchir. Une violoniste commença à jouer, adoucissant un peu l'atmosphère. Claire, le regard fixé sur les vitraux du plafond, se perdit un instant dans les arabesques colorées projetées par la lumière. Elle se rappela alors un rêve oublié, un fantasme d'enfance, celui d'entrer dans un lieu somptueux, habillé comme dans les films, et que, pour une fois, on la voit. Ce rêve-là, elle était en train de le vivre, mais il ne ressemblait en rien à ce qu'elle avait imaginé. Il était plus tranchant, plus tendu, plus réel. À un moment, un serveur se pencha vers elle et lui murmura discrètement qu'un salon plus calme était disponible si elle souhaitait s'éloigner. Elle comprit que ce n'était pas un geste de courtoisie, mais une invitation à se faire invisible à nouveau. Elle répondit poliment qu'elle préférait rester. Nicolas, qui avait entendu, tourna légèrement la tête vers elle, comme pour confirmer sa décision. Il n'ajouta rien. Vers 21h, une figure familière fit son entrée. Juliette Morel, ancienne fiancée de Nicolas, aujourd'hui associée d'une agence rivale, femme connue pour son esprit mordant et son élégance tranchante. Dès qu'elle vit Claire, son sourire se crispa. Elle s'avança lentement vers eux, saluant quelques connaissances au passage, créant une tension palpable sur son passage. Lorsqu'elle arriva à leur hauteur, elle posa sa main sur le bras de Nicolas. « Toujours aussi imprévisible », murmura-t-elle, en regardant Claire comme si elle était une œuvre d'art, inachevée. Claire soutint son regard sans broncher. Juliette esquissa un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Enchantée, je ne crois pas que nous ayons été présentés », dit-elle d'un ton doux mais tranchant. Avant que Claire puisse répondre, Nicolas coupa court. « Claire est mon invitée. Je te prierai de respecter cela. » Juliette recula d'un demi-pas, surprise par la fermeté de son ton. Elle lança un dernier regard à Claire, puis s'éloigna sans un mot. Ce moment, bref mais intense, marqua un tournant. Pour la première fois, quelqu'un avait parlé pour elle, publiquement, fermement. Et cela changea tout. Claire se tint droite. Elle ne se fondrait pas dans la masse. Elle ne s'éclipserait pas discrètement. Elle était là. Et désormais, tout le monde le savait. La réception battait son plein, mais Claire se sentait comme en apnée. Autour d'elle, les éclats de rire résonnaient dans un rythme désaccordé. Les conversations se croisaient dans un ballet d'apparence. L'atmosphère semblait se refermer sur elle à mesure que la soirée avançait. Les verres se vidaient, les sourires se faisaient plus larges, mais derrière chaque geste poli, elle percevait la mécanique sociale qui animait ce genre d'événement. On se saluait, on se jaugeait, on se comparait,
toujours avec cette distance feutrée, presque cruelle, typique de ceux qui n'ont jamais eu à se battre pour mériter une place dans la pièce. Claire, elle, n'avait pas l'assurance des habitués. Chaque mot échangé avec un inconnu était un exercice d'équilibre, chaque sourire un acte de résistance. Nicolas, qui ne l'avait pas quitté depuis leur arrivée, semblait alterner entre protection et retrait. Il n'intervenait que lorsque les regards devenaient trop insistants ou que certaines présences s'approchaient avec un peu trop d'insistance. Il n'expliquait rien, mais par son attitude, il imposait un périmètre autour d'elle, une zone de silence, à la fois rassurante et pesante. C'est au détour d'un des salons annexes, un peu à l'écart de l'agitation centrale, que Claire la vit. Assise seule, une flûte de champagne à la main, Juliette Morel l'observait depuis un fauteuil en velours vert. Son regard était fixe, chargé d'une curiosité glacée. Claire n'avait aucune envie de l'approcher, mais elle savait que la rencontre était inévitable. Comme attirée par une force inéluctable, elle s'approcha, doucement, chaque pas résonnant sur le parquet ciré. « Vous vous êtes perdu ?» lança Juliette d'une voix douce, presque chantante, sans se lever. Claire ne répondit pas tout de suite. Elle se contenta de s'arrêter à une distance raisonnable, suffisamment proche pour entendre, mais trop loin pour tomber dans un piège. « Non », répondit-elle calmement. « Je cherchais juste un peu de calme. » Juliette sourit, un sourire qui n'était pas chaleureux mais parfaitement maîtrisé. C'est vrai que la tension peut être étouffante, surtout quand on n'a pas l'habitude d'être au centre de la pièce. Claire garda le silence. Elle savait que chaque mot pouvait être retourné contre elle. Elle comprenait que Juliette cherchait une brèche, une faille, un signe d'hésitation. « C'est une belle robe », reprit Juliette. « Très bon choix. Simple, presque modeste. J'imagine que c'est votre première soirée de ce genre. » « En effet, » admit Claire, sans détour. « Et pourtant, vous tenez debout. Ce n'est pas donné à tout le monde. Beaucoup auraient fui dès les premières secondes. »« J'y ai pensé, » confessa Claire. Juliette éclata d'un rire bref. « Au moins, vous êtes honnête. C'est rafraîchissant. Dans ce monde, tout est faux. Même les sourires. » Elle se leva enfin, son verre à la main, sa silhouette élancée encadrée par la lumière dorée du lustre. Elle s'approcha lentement, ses talons résonnant comme un métronome. Nicolas a toujours eu un goût particulier pour ce qui détonne. Moi, il m'a connu dans un gala à Londres, entouré de diplomates et de mécènes. Il vous a choisi dans un tout autre décor. C'est intéressant. Claire soutint son regard, refusant de baisser les yeux. Il ne m'a pas choisi pour vous provoquer, si c'est ce que vous insinuez. Oh, je ne l'insinue pas, je le constate. Et je trouve ça fascinant. Un homme comme lui n'agit jamais sans raison. Il est trop stratégique pour cela. Alors quand il fait quelque chose d'aussi inhabituel que de venir ici avec une femme qui n'est pas du milieu, on se demande « Pourquoi ? Qu'avez-vous que nous n'avons pas ?» La question, bien qu'emballée dans une courtoisie acide, était une attaque directe. Claire sentit son cœur battre plus fort, mais sa voix resta posée. Peut-être que je n'essaie pas de répondre à cette question, peut-être que je suis là uniquement pour découvrir, pas pour prouver quoi que ce soit. Juliette pencha légèrement la tête, comme si elle réévaluait Claire. Vous êtes plus solide que vous n'en avez l'air. Ce sera intéressant de voir combien de temps vous tiendrez dans cette arène. Puis, sans attendre de réponse, elle tourna les talons et disparut dans le couloir adjacent, son parfum laissant derrière elle une trace presque suffocante. Claire resta seule quelques secondes, son cœur battant à toute allure. Elle se rendit compte qu'elle venait de survivre à une épreuve. Une forme d'examen social non déclaré, un duel de mots où chaque réplique comptait. Elle retourna dans la salle principale, un peu plus droite, un peu plus sûre. Nicolas vint à sa rencontre, comme s'il avait pressenti que le moment avait été décisif. « Tout va bien ?» demanda-t-il. « Oui » répondit-elle simplement. « Très bien même. » Il ne posa pas plus de questions. Il ne commenta pas. Il se contenta de l'accompagner vers la table centrale où le dîner allait commencer. Autour d'eux, les convives s'installaient lentement. Les regards n'avaient pas cessé, mais quelque chose avait changé. La tension du début s'était muée en une forme d'attention prudente. Claire n'était plus un simple mystère. Elle devenait un élément qu'on devait prendre en compte. Le dîner s'annonçait long, mais elle savait désormais qu'elle pouvait affronter ce monde. Pas en prétendant en faire partie, mais en s'y tenant droite, sans plier. Et ce simple fait suffisait à tout changer. Les convives prenèrent place autour de longues tables rectangulaires ornées de compositions florales sobres et raffinées. La lumière était tamisée,
les murs de la salle de bal enveloppés de teintes chaudes, donnant à la pièce une atmosphère feutrée malgré le brouhaha des conversations mondaines. Claire, silencieuse, suivit Nicolas jusqu'à leur table. Elle ne reconnaissait personne autour d'eux, mais cela ne changeait rien. Tous savaient qui elle était, ou plutôt qui elle n'était pas. La femme inconnue, celle qui ne devait pas être là. Chaque sourire échangé, chaque poignée de main, chaque regard appuyé semblait souligner son statut d'intruse. Les serveurs déambulaient entre les tables, exécutant leur balai millimétré, déposant les premiers plats avec une discrétion professionnelle. Claire ne toucha presque pas à son assiette. Elle observait, elle apprenait. Les conversations portèrent sur des projets immobiliers, des fusions, des stratégies d'expansion, des galeries d'art et des voyages dans des lieux dont elle n'avait jamais entendu parler. Elle écoutait attentivement, sans intervenir. Non pas par soumission, mais parce qu'elle savait que chaque mot échangé autour de cette table valait plus qu'une interruption mal placée. Nicolas, assis à sa droite, ne parlait pas beaucoup non plus. Il écoutait, intervenait avec précision, posait parfois une main brève sur le dossier de la chaise de Claire, comme pour signifier qu'elle faisait partie de son territoire. Ce geste, bien que discret, ne passa pas inaperçu. Deux femmes assises en face d'eux échangèrent un regard rapide en le remarquant. Un homme plus âgé, assis en bout de table, sourit à Claire comme on sourit à une énigme qu'on ne parvient pas à résoudre. Alors que le plat principal était débarrassé et que le bruit des couverts s'atténuait, le maître de cérémonie se leva et demanda le silence. La salle s'apaisa peu à peu, les conversations se tarirent, les verres cessèrent de tinter. Tous se tournèrent vers Nicolas Duvivier qui, sans se lever, leva lentement sa coupe de champagne. Claire sentit une tension immédiate. Un toast du directeur n'était jamais anodin. Elle serra les mains sur ses genoux, sentant son cœur s'accélérer. « Mes amis, » commença Nicolas d'une voix calme mais ferme, « je vous remercie d'être ici ce soir. Comme chaque année, cette soirée est l'occasion de célébrer non seulement notre réussite collective, mais aussi les valeurs qui nous ont permis de l'atteindre. L'innovation, la rigueur, l'exigence, bien sûr. Mais il y a autre chose que je souhaite mettre en lumière cette fois-ci. » Il marqua une pause. Tous attendaient. Claire baissa brièvement les yeux, redoutant d'être mentionnée. Mais Nicolas ne la regarda pas. Il poursuivit. « J'aimerais vous parler de ce qu'on ne voit pas, de ce que nous oublions souvent. Nous vivons dans un monde où tout est apparence, où l'on croit que le talent porte toujours un costume bien taillé, une montre coûteuse, une carte de visite éloquente. Mais parfois, le véritable mérite se cache dans les silences, dans l'invisible, dans la persévérance tranquille de ceux qu'on ne remarque pas. » Des regards commencèrent à s'échanger autour de la salle. Nicolas ne haussait pas le ton, mais chaque mot semblait tomber avec un poids précis, irréfutable. Nous sommes nombreux à ne plus voir ce qui nous entoure vraiment, à oublier qu'un édifice ne tient pas par la beauté de sa façade, mais par la solidité de ses fondations. Et ces fondations, ce sont souvent ceux que nous ne regardons jamais. Claire sentit un frisson la parcourir. Elle comprit à demi-mot qu'il parlait d'elle, sans jamais la nommer. Et ce non-dit, paradoxalement, l'exposa encore plus que s'il avait crié son nom dans la salle. Elle devint le miroir de toutes les omissions, de tous les silences, de toutes les hiérarchies implicites. Elle n'était plus seulement une femme inconnue, elle était devenue symbole. Et cette idée, loin de la flatter, l'ébranla profondément. Nicolas termina son discours par un simple « à ceux que nous ne voyons pas », puis but une gorgée de champagne. La salle resta silencieuse un instant. Puis les applaudissements éclatèrent, pas aussi nourris qu'à l'habitude, pas unanimes, mais réels. Certains sincères, d'autres mécaniques, quelques-uns ironiques. Claire, les joues légèrement rouges, resta droite. Elle ne savait pas si elle devait se sentir honorée ou exposée. Un souvenir lui revint alors, brutalement, celui de son père, un homme silencieux, grand et mince, qui passait ses journées dans son petit atelier de tailleur, entouré de rouleaux de tissu, de ciseaux, d'épingles. Il ne parlait presque jamais de lui. Il parlait du travail bien fait, du respect du fil, de la coupe précise. Elle se souvenait de ses mains, noueuses mais sûres, et de son regard fatigué quand, à la fin d'une journée, il constatait que les clients les plus riches ne le regardaient même pas dans les yeux. Elle se souvint d'une scène en particulier. Un homme avait critiqué son père pour un détail minime sur un costume. Il l'avait humilié devant elle. Son père n'avait pas répondu. Il avait seulement hoché la tête, corrigé l'erreur et terminé le travail avec une concentration redoublée. Ce soir-là,
Elle l'avait entendu pleurer derrière la porte fermée de la salle de bain. Ce fut la seule fois. Claire comprit que ce discours, prononcé dans une salle pleine de gens qui ignoraient tout d'elle, touchait une corde intime, profonde. Elle avait grandi dans ce silence, dans cette dignité meurtrie mais jamais reniée. Et Nicolas, en parlant ainsi, venait de rouvrir une brèche qu'elle croyait refermée depuis longtemps. À la fin du repas, plusieurs personnes vinrent brièvement lui parler. Pas directement, pas pour faire connaissance, plutôt pour la jauger, comme on examine une pièce étrange dans une galerie. Quelques sourires polis, quelques phrases convenues, rien de sincère. Mais ce fut suffisant pour que Claire comprenne que quelque chose avait changé. Ce n'était pas l'acceptation. Ce n'était pas l'intégration. C'était autre chose. Une forme d'attention nouvelle, déroutante. Elle n'était plus ignorée. Elle était vue. Et même si cela ne lui apportait pas de confort immédiat, ce changement, aussi subtil soit-il, avait une valeur immense. Claire, en se tenant droite au milieu de cette salle, comprit que parfois le silence est plus fort que n'importe quel discours, et que lorsqu'il est brisé avec justesse, il peut résonner bien au-delà d'une soirée mondaine. La fin du dîner marqua un tournant subtil dans l'ambiance de la soirée. La solennité du toast de Nicolas s'était dissipée, remplacée par une légèreté feinte. Les conversations reprirent, mais leur contenu semblait moins naturel, comme si chacun cherchait à réajuster sa posture face à ce qui venait d'être dit. Claire sentit ce changement. Elle percevait dans les regards une gêne nouvelle, comme si sa simple présence avait instauré un malaise silencieux. Elle n'était plus invisible, mais pas non plus intégrée. Elle était devenue une zone de tension, un sujet qu'on évitait d'aborder à voix haute, mais que tout le monde scrutait avec curiosité. Autour des tables désormais dégagées, des petits groupes se formaient, se dispersaient, se recomposaient dans un ballet social maîtrisé. Nicolas, toujours à ses côtés, échangeait brièvement avec quelques invités, tandis que Claire se tenait légèrement en retrait. Elle observait les murs ornés de dorures, les serveurs qui circulaient avec aisance, les visages qui souriaient sans sincérité. Une fatigue sourde commença à la gagner, non pas celle du corps, mais celle de l'esprit. Une lassitude née de l'effort constant pour rester droite, digne, contenue. Elle demanda discrètement à Nicolas si elle pouvait s'éloigner un instant. Il acquiesça d'un simple signe de tête. Elle quitta la salle principale et se dirigea vers le vestibule, espérant y trouver un peu d'air, un peu de répit. Le couloir, long et silencieux, la mena à une porte-fenêtre, donnant sur une terrasse extérieure. Elle l'ouvrit doucement et s'y glissa. La nuit était fraîche, l'air légèrement humide. Un jardin élégant s'étendait devant elle, éclairé par des lanternes discrètes plantées le long des allées de gravier. Claire avança lentement, savourant l'isolement. Elle retira ses talons et les tint à la main. Ses pieds la brûlaient, ses épaules étaient raides, son souffle court. Elle s'assit sur un banc de pierre au bord d'une petite fontaine. Le bruit de l'eau la calma légèrement. Elle ferma les yeux, cherchant à rassembler ses pensées, à évacuer la pression. Mais le répit fut bref. Des voix parvinrent à ses oreilles. D'abord floues, indistinctes, puis plus claires. Deux hommes en costume fumaient à quelques mètres d'elle, visiblement sans avoir remarqué sa présence. Le ton de leur échange était léger, moqueur. « Tu l'as vu? La femme du patron? C'est pas une blague, ça. J'ai cru à une mise en scène, une expérience sociale ou quelque chose du genre. Il veut nous faire une leçon, peut-être. Ou alors il a juste craqué. Ça arrive, tu sais. La solitude, le pouvoir, et une femme de ménage docile. Tout est là. » Un rire étouffé suivit. Claire, figée, sentit son estomac se tordre. Les mots s'étaient glissés en elle comme des éclats de verre. Elle ne bougea pas, espérant rester invisible. Mais l'effet était fait. Elle avait entendu. Et cette fois, elle n'avait plus la force d'ignorer. Elle se leva lentement, remit ses chaussures et repartit vers l'intérieur sans se faire remarquer. Les murs, les dorures, les chandeliers lui parurent soudainement étouffants. Le monde dans lequel elle avait tenté de s'introduire se refermait sur elle, avec une froideur implacable. Elle marcha droit vers le vestiaire, demanda son manteau. Le personnel, surpris, hésita un instant avant d'obtempérer. Lorsqu'elle enfilait son manteau, elle sentit une main se poser sur son bras. Elle se retourna. Nicolas se tenait là, visiblement inquiet. « Claire, qu'est-ce que tu fais ? » « Je rentre chez moi, » répondit-elle d'une voix calme mais ferme. « Attends, qu'est-ce qui s'est passé ? » « Rien que je ne pouvais pas prévoir.
Rien que vous ne pouviez pas anticiper, vous non plus. Elle fit un pas pour partir, mais il la retint doucement. « S'il te plaît, reste. Juste un moment. » Pourquoi? Pour qu'on me regarde encore comme un phénomène, pour que je serve encore de parabole silencieuse. Non, pour que tu comprennes que ce n'est pas toi le problème. Ce sont eux, ce système, cette façon de juger sans savoir. Et vous? Vous saviez ce qu'ils diraient. Vous m'avez mise là, au milieu d'eux, sans préparation, sans protection, comme une évidence. Mais moi, je ne suis pas de votre monde, et vous le savez. Un silence lourd suivit. Nicolas, les yeux dans les siens, semblait chercher ses mots. Je ne t'ai jamais vu comme une pièce d'un spectacle. Je t'ai vu comme une vérité qu'ils ne veulent pas affronter. Tu es réel, intègre, et ça les dérange. Mais ce n'est pas une raison pour partir. Peut-être que si. Peut-être que c'est exactement la raison. Elle se dégagea doucement et ouvrit la porte. Avant de sortir, elle se retourna une dernière fois. Merci pour la robe. Elle est magnifique. Mais elle ne suffit pas à faire de moi une autre personne. Elle ne masque pas ce que je suis. Et ce que je suis ce soir, ce n'est pas une invitée. C'est une erreur de casting. Bonne fin de soirée, monsieur Duvivier. Elle franchit la porte, descendit les marches de l'hôtel et s'engouffra dans la première rame de taxi disponible. Une fois à l'intérieur, elle ôta ses chaussures à nouveau, s'assit en silence, les mains croisées sur ses genoux. La voiture s'éloigna lentement, emportant avec elle non seulement Claire, mais aussi tout ce qu'elle avait tenté de contenir durant cette soirée. Elle ne pleura pas, elle ne cria pas. Mais en elle, quelque chose venait de se rompre. Ce n'était pas une défaite. Ce n'était pas non plus une fuite. C'était une prise de conscience, celle des limites du courage quand il est seul face au mépris, celle de la solitude des justes dans un monde de façade. Claire rentrait chez elle, plus seule qu'en arrivant, mais étrangement plus entière aussi. Le dimanche matin s'annonçait calme, sans le tumulte des horaires à respecter, sans l'urgence du nettoyage, ni les regards froids des couloirs qu'elle connaissait par cœur. Pourtant, Claire ne parvenait pas à reposer son esprit. Les images de la soirée de la veille tournaient en boucle dans son esprit comme un vieux film impossible à éteindre. Elle se revoyait descendre les escaliers de l'hôtel, le dos droit, le cœur serré, tentant de conserver une dignité que les mots entendus avaient tout pourtant si brutalement fissurée. La robe, désormais suspendue dans son petit placard, semblait la fixer comme un témoin silencieux de sa naïveté. Et pourtant, elle ne la détestait pas. Elle représentait quelque chose qu'elle avait effleuré, peut-être trop tôt, peut-être trop vite, mais qui n'était pas complètement étranger à ce qu'elle pourrait être. Vers 11 heures, alors qu'elle sirotait un café noir dans la cuisine exiguë de son appartement, un bruit discret à la porte la fit sursauter. Elle se leva, s'approcha, ouvrit. Nicolas Duvivier se tenait là, vêtu simplement, sans costume ni cravate, les traits fatigués. Il ne parlait pas comme s'il savait que les mots inutiles auraient l'effet contraire. Claire, sans un mot, s'écarta pour le laisser entrer. Il s'assit sur la chaise en face d'elle. Le silence dura plusieurs secondes. « Tu es parti trop tôt », dit-il enfin, d'un ton bas, presque hésitant. Claire croisa les bras, s'appuya contre le comptoir. « Non, je suis parti exactement au bon moment. Tu as entendu ce qu'ils ont dit. Je le sais. Oui. Et vous aussi, vous auriez pu l'imaginer. » Nicolas hocha lentement la tête. « Je l'ai imaginé, mais pas comme ça. Pas avec autant de cruauté. Et surtout, je n'ai pas pensé à ce que ça te coûterait. C'est là que j'ai failli. » Il marqua une pause, le regard fixé sur la tasse vide devant lui. Claire attendait. Pas pour qu'il s'excuse, mais pour comprendre. Pourquoi elle? Pourquoi ce choix? Pourquoi cette exposition brutale? « Je vais te dire quelque chose que je n'ai jamais raconté, » dit-il soudainement. Mon père était portier dans un immeuble de luxe du 16e arrondissement. Il avait une petite loge sombre, avec un vieux chauffage qui fonctionnait à peine l'hiver. Chaque matin, il ouvrait la grille, saluait les résidents avec une discrétion presque servile. Certains ne répondaient même pas. D'autres lui lancèrent leurs clés comme on jette une pièce à un mendiant. Il leva enfin les yeux vers elle. « Moi, j'ai grandi là. J'ai vu ça. J'ai vu mon père s'effacer pour que ses gens brillent. Et j'ai vu ce que ça lui coûtait. L'humiliation rentrait. La fierté qu'il enterrait chaque jour pour que je puisse, moi, aller plus loin que lui. Il n'a jamais élevé la voix. Mais il m'a appris une chose. Ne jamais oublier d'où on vient. » Claire, immobile, écoutait sans l'interrompre. « Quand je t'ai vu la première fois, je n'ai pas vu une femme de ménage. J'ai vu cette force silencieuse que je connaissais déjà.
Une manière de se mouvoir, de regarder sans juger, de faire sans attendre de reconnaissance. J'ai vu quelque chose de plus vrai que tout ce que je côtoie chaque jour dans mon monde feutré, et j'ai eu envie de briser ce mur, de faire un geste. Pas pour te sauver. Tu n'as pas besoin d'être sauvé, mais pour leur rappeler à eux que leur confort repose sur les épaules de ceux qu'ils refusent de voir. Claire se rapprocha lentement de la table, s'assit en face de lui. Et pourquoi ne pas me le dire dès le départ? Pourquoi ne pas me préparer? Me prévenir de ce que j'allais affronter? Parce que je croyais que le geste suffirait, que le fait de t'inviter serait une déclaration en soi. Je me suis trompé. J'ai sous-estimé leur capacité à mépriser, et ta solitude face à ça. Il sortit de sa poche une enveloppe, la posa sur la table. Ce n'est pas une compensation, c'est un souvenir, un vieux dessin de mon père. Il dessinait des bâtiments sur des carnets de fortune, comme un passe-temps. Il disait que rêver, c'était déjà construire. J'aimerais que tu le gardes. Claire ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, un croquis au crayon, d'un immeuble modeste mais élégant. En bas, une date et une signature tremblante. Elle passa les doigts sur le papier, comme si elle caressait une mémoire. Elle comprit alors que cette histoire, ce moment qu'ils partageaient, allait bien au-delà d'un simple dîner mondain. C'était un croisement de vie, de blessures anciennes, de silences transmis d'une génération à l'autre. Je ne sais pas ce que tu veux faire de tout ça, Claire. Peut-être que tu préféreras oublier. Peut-être que tu transformeras ça en quelque chose de plus fort. Ce n'est pas à moi de le décider. Mais sache que je ne te vois pas comme une erreur. Et surtout, que je ne regrette rien. Elle resta silencieuse un instant, le regard perdu dans le dessin. Ce qu'ils ont dit hier, ce n'était pas seulement à moi que ça s'adressait. C'était à toutes celles et ceux qu'ils veulent maintenir à leur place. Une place assignée, pas choisie. Mais moi, je n'ai jamais accepté cette logique. J'ai nettoyé leur bureau, pas leur mépris. J'ai lavé leur sol, pas leur suffisance. Elle leva les yeux, plus déterminée que jamais. Vous m'avez exposé, mais vous m'avez aussi révélé à moi-même. Ce que je vais faire maintenant, ce n'est pas pour répondre à leur regard. C'est pour me rappeler que je peux exister autrement. Et je vous remercie de m'avoir montré ce que je refusais de voir. Nicolas hocha lentement la tête. Il se leva, posa sa main brièvement sur son épaule, puis quitta l'appartement sans ajouter un mot. Claire, seule de nouveau, resta assise un long moment. Le croquis entre les mains, elle comprenait enfin que le silence qui l'avait accompagné toute sa vie n'était pas une absence de voix, mais une accumulation de récits jamais racontés. Ce jour-là, elle ne fit aucun ménage. Elle ne sortit pas. Elle ne chercha pas à combler le vide. Elle écrivit longuement dans un carnet oublié des pensées, des souvenirs, des intentions. Le croquis de ce portier, devenu architecte en secret, reposait à côté d'elle. Elle avait encore mal, mais elle avait aussi quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Un cap, une direction. Pas vers un autre monde, mais vers une autre posture dans celui-ci. Le lundi suivant s'ouvrit sur un ciel froid mais dégagé. Paris, baigné d'une lumière pâle, reprenait son rythme habituel, les trottoirs vibrants de pas pressés, les cafés réveillant leurs machines à espresso, les bureaux s'illuminant progressivement. Pour Claire, la journée avait commencé plus tôt encore. Elle était arrivée au siège de Duvivier & Associés bien avant l'agitation matinale. Les couloirs étaient encore vides, les bureaux sombres. Elle avait posé son sac dans la salle de repos et, sans hésiter, était montée au dernier étage, jusqu'à la grande salle de réunion vitrée. Là, elle s'était arrêtée devant la baie qui donnait sur la ville. Elle n'était pas venue travailler comme les autres jours. Elle n'avait ni chariot, ni uniforme. Ce matin, elle était venue affronter quelque chose de plus vaste, sa propre transformation. Elle n'avait prévenu personne, pas même Nicolas. Elle voulait voir, sentir, entendre les murs dans lesquels elle avait circulé pendant des années sans être perçue. Elle voulait les traverser cette fois avec un regard neuf, non plus celui de la soumission, mais de la possibilité. Vers 8h30, les premiers employés commencèrent à arriver. Le bruit des pas, les voix, les claviers qu'on allume, tout reprenait sa chorégraphie. Claire descendit au rez-de-chaussée, croisant quelques regards surpris. Elle ne portait pas sa tenue habituelle. Une robe sobre, grise, mais bien coupée. Ses cheveux étaient détachés. Elle avançait d'un pas calme mais résolu. Elle savait ce qu'elle allait faire, même si l'issue lui restait inconnue. À 9h, dans la salle principale où se tenait traditionnellement la réunion hebdomadaire, Claire entra sans frapper. Une trentaine de personnes étaient déjà installées.
Le murmure de surprise se propagea comme une traînée de poudre. Personne ne comprenait ce qu'elle faisait là, ni pourquoi elle s'était avancée jusqu'au devant de la salle. Nicolas, lui, était déjà là. Il leva les yeux, surpris, mais ne dit rien. Il se contenta d'incliner légèrement la tête, comme pour lui laisser la parole. Claire se posta face à eux, droite, les mains jointes devant elle. Elle ne tremblait pas. Elle ne souriait pas. Sa voix, lorsqu'elle s'éleva, fut claire, posée. « Je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps. Je sais que certains ici aimeraient sans doute que je ne sois jamais entré dans cette pièce, que je sois resté à ma place. Une place que, pendant longtemps, j'ai moi-même acceptée, celle de l'invisible. » Un silence dense emplit la pièce. Tous les yeux étaient sur elle. J'ai nettoyé vos bureaux, ramassé vos papiers, vidé vos corbeilles, lavé vos tasses oubliées, jour après jour, sans qu'aucun d'entre vous ne me voie réellement. Je ne m'en plaignais pas. Je faisais ce que j'avais à faire, et je le faisais bien. Elle marqua une pause. Personne ne bougeait. L'autre soir, j'ai été invité à une fête. J'y suis allé avec une robe que je n'aurais jamais osé porter autrement. J'y ai été vu et jugé, pas pour ce que je fais, mais pour ce que je suis, ou plutôt pour ce que vous pensiez que je ne suis pas. Une femme sans formation, sans réseau, sans code, une erreur dans le décor. Son regard balaya la pièce, un à un. On m'a regardé avec pitié, avec moquerie, avec hostilité parfois. Et pourtant j'étais là, pas pour défier, pas pour provoquer, juste pour être, pour me tenir debout, là où personne ne m'attendait. Et ce que j'ai compris ce soir-là, c'est que la dignité ne se porte pas comme un costume. Elle se vit, elle se défend, elle se construit. Quelques chaises remuèrent, des regards se baissèrent. Claire, elle, restait droite, ancrée dans ce moment. Je ne suis pas venu ici pour me plaindre. Je ne suis pas venu pour faire la morale. Je suis venu pour dire que l'époque où l'on pouvait se permettre de ne voir que les titres, les apparences, est terminée. Ce monde change. Et il changera avec ou sans vous. Moi, j'ai décidé de ne plus être l'ombre de cette entreprise. J'ai décidé de me former, d'apprendre, de comprendre ce que vous faites ici, pour peut-être un jour participer autrement, de manière pleine. Elle tourna brièvement les yeux vers Nicolas, puis revint vers le groupe. Monsieur Duvivier m'a proposé une opportunité, une place à un autre niveau, pas comme un geste de charité, mais comme une reconnaissance. J'ai longuement hésité. J'ai eu peur de trahir ce que je suis, de vouloir grimper un escalier qui ne mène nulle part. Mais aujourd'hui, je comprends que ce n'est pas moi que je trahissais. C'était l'idée qu'on se fait de moi. Et ça, je n'en suis pas responsable. Elle inspira profondément. Alors oui, j'accepte. J'accepte d'essayer. D'échouer peut-être, mais de tenter. Parce qu'on ne construit rien de solide dans la honte ou dans la peur. Et moi, j'en ai fini avec la peur. Le silence qui suivit fut absolu. Certains étaient pétrifiés, d'autres profondément émus, d'autres encore dans l'incompréhension. Nicolas se leva, marcha lentement jusqu'à elle. Il ne dit rien non plus. Il posa simplement une main sur son épaule, puis la laissa reprendre sa place dans la salle, comme n'importe quel autre membre de l'équipe. Ce jour-là, rien ne fut exactement comme avant. L'ordre apparent fut perturbé, mais quelque chose d'essentiel avait été dit. Et même ceux qui n'étaient pas prêts à l'entendre savaient qu'ils ne pourraient plus faire semblant de ne pas avoir vu. Claire venait de briser une ligne invisible, et ce simple acte contenait plus de courage que n'importe quel diplôme affiché au mur. Le jour même, l'effet du discours de Claire se propagea dans l'entreprise avec la même vitesse qu'une onde de choc. Dans les couloirs, les salles de réunion, les espaces communs, on ne parlait plus que d'elle. Mais cette fois, la tonalité avait changé. Il ne s'agissait plus de rumeurs malveillantes, de commérages sarcastiques ou de moqueries en sourdine. Il s'agissait de réactions, de prises de conscience, d'inconfort révélé et de jugements remis en question. La plupart des employés ne savaient pas comment aborder ce qu'ils avaient vu et entendu. Certains faisaient mine de reprendre leur routine, comme si de rien n'était, mais même dans leur silence, il y avait une tension nouvelle. Quelques-uns, sans doute les plus lucides, avouèrent entre eux à voix basse que Claire avait eu du courage. D'autres, plus crispés, estimaient qu'elle avait franchi une ligne qu'elle n'aurait jamais dû franchir. Mais tous s'accordaient sur un point. Elle avait imposé une présence qu'on ne pouvait plus ignorer. L'architecture de l'entreprise, aussi rigide soit-elle, venait de montrer une faille par laquelle s'était engouffré quelque chose de profondément humain. Et cela déstabilisait.
Au sein de la direction, les réactions furent mesurées mais attentives. 2 associés demandèrent à Nicolas un entretien privé. Ils souhaitaient comprendre, pas pour contester la promotion de Claire, que Nicolas n'avait pas encore officialisée, mais pour en saisir les implications. Il parlait de culture d'entreprise, d'image, d'équilibre. Nicolas, fidèle à lui-même, écouta sans répondre immédiatement. Quand il prit enfin la parole, ce fut pour dire qu'il préférait une entreprise traversée par la sincérité qu'un cabinet étouffé par le conformisme. Ces mots furent clairs. Ceux qui refusaient l'idée qu'un parcours atypique pouvait coexister avec l'excellence n'avaient peut-être pas leur place ici. La conversation s'arrêta là. Pendant ce temps, Claire reprenait son service, non plus comme femme de ménage, mais comme nouvelle recrue en formation au sein du service de coordination. Son rôle n'était pas encore défini précisément. Elle passait ses journées à observer, à lire, à poser des questions. Elle s'asseyait dans les réunions, prenait des notes, proposait des suggestions quand on l'invitait à parler. Les premiers jours, beaucoup l'ignoraient encore, persuadés qu'elle ne tiendrait pas. Mais à mesure qu'elle prouvait sans forcer sa capacité d'analyse, sa mémoire précise, sa rigueur naturelle, les plus sceptiques commencèrent à revoir leur position. Le mercredi, un jeune architecte vint la voir à la pause déjeuner. Il s'appelait Adrien. Jusqu'à présent, il ne lui avait jamais parlé. Ce jour-là, il lui tendit un café, sans grande cérémonie. « J'ai écouté ce que vous avez dit lundi. J'aurais jamais eu le cran de faire ça. Je vous dois un respect. » Claire prit le café, le remercia d'un simple sourire. Le lendemain, ce fut une autre collègue, plus âgée, qui lui proposa un manuel de gestion de projet, en lui disant qu'elle l'avait trouvé utile à ses débuts. Et ainsi, jour après jour, une main tendue ici, un regard différent là, la glace sociale commença à se fissurer, lentement, sans éclat, mais profondément. Dans les étages supérieurs, Juliette Morel apprit elle aussi ce qui s'était passé. La nouvelle, comme toutes les nouvelles intéressantes, avait circulé bien au-delà de l'entreprise. Elle reçut des messages d'anciens collègues, des captures d'écran, des commentaires ironiques et parfois admiratifs. Ce qui l'irritait n'était pas que Claire ait été promue. Ce qui la dérangeait, c'était la résonance du geste, le symbole qu'il était en train de devenir. Une inversion du pouvoir subtile mais puissante. Elle comprit que si elle tentait de dénigrer Claire maintenant, elle se heurterait à un rejet social qu'elle-même n'avait pas anticipé. Elle choisit donc le silence. Un silence qui, cette fois, n'était pas indifférent mais stratégique. Elle observait, et à sa manière, elle réajustait aussi ses convictions. Non pas par admiration, mais par précaution. Les médias spécialisés, eux, commencèrent à s'emparer discrètement de l'histoire. Un blog d'architecture indépendant publia une brève sur la soirée du Vivier, mentionnant l'intervention inattendue d'une nouvelle figure interne, sans nommer Claire, mais en laissant assez d'indices pour éveiller la curiosité. Un autre site reprit l'information en la liant à une réflexion sur les dynamiques sociales dans les grandes entreprises parisiennes. Bientôt, des rédacteurs commencèrent à envoyer des messages à l'entreprise, cherchant à en savoir plus. Nicolas refusa les demandes d'interview. Il voulait protéger Claire. Elle, de son côté, continua son apprentissage, décidée à prouver par le travail ce que la parole avait initié. Elle savait que l'intérêt qu'on lui portait pouvait se retourner contre elle au moindre faux pas. Elle refusait d'être réduite à un symbole, un exemple ou une exception. Elle voulait être compétente, utile, digne par ses actes. Un vendredi après-midi, alors qu'elle s'apprêtait à partir, elle croisa une employée de la comptabilité dans l'ascenseur. Une femme discrète, qu'elle connaissait de vue, mais à qui elle n'avait jamais parlé. Cette femme, en sortant, se retourna et dit simplement « Merci d'avoir dit tout haut ce que beaucoup ici pensent tout bas ». Claire resta un instant dans la cabine vide, les portes ouvertes. Ce simple mot « merci » sonnait différemment. Il n'était pas teinté de pitié ni de condescendance. Il était sincère, et il prouvait que son geste avait dépassé sa propre personne. Ce soir-là, de retour chez elle, Claire ne pensa pas à la fête, ni au regard de Juliette, ni aux murmures du passé. Elle pensa à demain, au nouveau dossier qu'elle allait découvrir, aux termes qu'elle apprenait à manier, aux responsabilités qui l'attendaient. Pour la première fois depuis longtemps, elle envisageait l'avenir non comme un mur, mais comme une route, et elle avait choisi d'avancer. Quelques semaines après son intervention qui avait marqué un tournant dans l'entreprise, Claire Martin
occupait un poste inédit au sein de Duvivier & Associés. Officiellement, elle avait été intégrée au département de coordination administrative, mais en réalité, sa mission dépassait les intitulés classiques. Nicolas lui avait confié un rôle transversal, l'autorisant à circuler entre les différents services, à observer, à documenter, à proposer. C'était à la fois un geste audacieux et un pari risqué, car beaucoup voyaient d'un mauvais œil cette ascension fulgurante, sans diplôme prestigieux ni cursus formel. Mais Claire, comme toujours, ne cherchait ni l'approbation ni la gloire. Elle travaillait, en silence mais avec une précision redoutable. Dès les premiers jours, elle comprit qu'elle ne pouvait pas se contenter de bonne volonté. Elle passa ses soirées à étudier gestion de projet, terminologie architecturale, logiciel de planification, grille budgétaire. Elle emprunta des livres, suivit des tutoriels en ligne, questionna discrètement les plus ouverts parmi ses collègues. Elle remplit des carnets entiers de notes, de schémas, de définitions. Elle réapprit à apprendre. La fatigue était intense, les nuits courtes, mais elle tenait. Elle avait connu plus dur. Le travail physique l'avait forgée. Ici, c'était une autre forme d'endurance. Un soir, Nicolas lui tendit une brochure. Il s'agissait d'un programme de formation en gestion d'entreprise, proposé en partenariat avec une école reconnue. Cours du soir, modules en ligne, projets concrets. Il avait glissé une note manuscrite. « Si tu veux aller plus loin ». Claire n'hésita pas. Elle s'inscrivit. Non pour lui faire plaisir, mais parce qu'elle savait que pour rester, pour exister vraiment dans cet univers, elle devait se doter d'outils solides. Elle n'était pas là pour être une exception charmante. Elle voulait devenir indispensable. Ses progrès furent rapides. Elle développa une capacité d'analyse fine, une sensibilité humaine dans les interactions professionnelles, qui étonna même les plus expérimentés. Là où certains ne voyaient que des chiffres, elle percevait les impacts concrets sur les équipes. Là où d'autres s'enfermèrent dans des tableaux Excel, elle posait des questions sur les conditions réelles de travail des équipes terrain. Cette approche, nouvelle, surprenait. Parfois, elle dérangeait. Mais elle apportait aussi une perspective précieuse, que certains membres de la direction commencèrent à écouter. Un jour, lors d'une réunion sur la réorganisation d'un chantier complexe à Lyon, Claire intervint pour proposer une solution de coordination entre les équipes de conception et les prestataires. Elle l'exposa avec clarté, chiffres à l'appui, en s'appuyant sur des données qu'elle avait elle-même compilées après des heures de recherche. Le silence qui suivit sa présentation fut éloquent. Un des chefs de projet sceptique au départ finit par admettre que son idée méritait d'être testée. Quelques semaines plus tard, le chantier fut stabilisé. La proposition de Claire avait permis d'économiser plusieurs milliers d'euros en pénalité de retard. Cet épisode changea sa position dans l'entreprise. Elle cessa d'être regardée comme une anomalie et commença à être perçue comme une actrice à part entière. Elle recevait des demandes de collaboration, des invitations à des réunions jusque-là réservées aux cadres. Elle avait toujours sa place dans l'open space, mais elle y tenait son rôle avec assurance. Elle n'avait pas besoin d'un bureau en verre pour exister. Son sérieux suffisait à faire de l'espace autour d'elle un lieu de respect. Malika, sa voisine de palier, l'observait avec fierté silencieuse. Les deux femmes partageaient encore leurs moments de thé, mais Claire désormais avait moins de temps. Entre le travail, les cours du soir et les devoirs à rendre, ses journées étaient pleines. Pourtant, elle ne se plaignait pas. Chaque heure investie avait du sens. Elle construisait quelque chose, pas seulement une carrière, mais une nouvelle posture dans le monde. Elle ne reniait rien de ce qu'elle avait été. Elle utilisait son passé comme fondation. Un samedi, elle reçut une lettre. Un centre d'accompagnement social où elle avait travaillé brièvement dans sa jeunesse l'invitait à venir parler à un groupe de jeunes femmes en réinsertion. La demande était claire, partager son expérience. Claire hésita. Elle ne se voyait pas en modèle. Elle n'avait jamais prétendu être un exemple, mais elle accepta, par respect, par cohérence. Ce jour-là, dans une salle modeste, face à une vingtaine de jeunes femmes au regard méfiant, elle raconta sans phare son parcours. Le nettoyage, les humiliations discrètes, le mépris subi, le découragement, la colère. Et puis l'opportunité, pas tombée du ciel, mais saisie à bras-le-corps, cultivée, entretenue. Elle insista sur l'effort, sur la constance, sur le fait de ne pas attendre la validation des autres pour avancer. À la fin, une jeune fille l'approcha timidement. « Vous pensez que c'est possible pour moi aussi ?» Claire répondit sans hésiter. « Ce n'est pas une question de rêve,
C'est une question de décision et de travail. Si tu décides de ne plus rester à la place qu'on t'a assignée, alors oui, c'est possible, mais ce sera dur et ce sera long, mais possible. De retour chez elle ce soir-là, elle resta longtemps assise à sa table, son carnet de cours ouvert devant elle, mais son regard perdu ailleurs. Elle pensait à toutes ces années où elle s'était crue enfermée dans une trajectoire tracée à l'avance, à toutes les fois où elle avait accepté le silence, l'effacement, et à ce jour où pour la première fois, elle s'était autorisée à dire non à cette invisibilité. Cette porte-là, celle de l'affirmation, ne se refermerait plus jamais. Le printemps s'était installé à Paris. Les jours rallongeaient, les arbres bordant les avenues bourgeonnaient, et la lumière de fin d'après-midi baignait la ville d'un éclat doré. Dans les bureaux de Duvivier et Associés, les changements, bien que discrets, étaient désormais ancrés. Ce n'était pas une révolution visible, mais plutôt une lente évolution des comportements, des habitudes, des regards. Au cœur de cette mutation silencieuse, Claire Martin avançait avec la même régularité méthodique qu'autrefois, mais sa présence, autrefois ignorée, était désormais indéniable. Elle occupait depuis peu le poste de responsable des opérations internes, une fonction créée pour elle, à la croisée des services, chargée de fluidifier les échanges entre les départements, de coordonner les équipes, d'identifier les dysfonctionnements invisibles aux organigrammes. Le titre n'avait rien de spectaculaire, mais la portée réelle de son action était immense. Elle circulait entre les étages avec des dossiers sous le bras, prenait part aux réunions de direction et faisait des allers-retours constants entre les chantiers, les fournisseurs, les coordinateurs de projets. Elle parlait peu, mais chaque mot avait un poids précis. Elle écoutait beaucoup, et son regard toujours attentif avait remplacé les jugements par de l'analyse. La salle de réunion dans laquelle elle n'aurait jamais osé entrer quelques mois auparavant était devenue un espace où elle s'exprimait désormais avec aisance. Lorsqu'elle prenait la parole, plus personne ne s'étonnait. Les mêmes qui autrefois détournèrent les yeux dans l'ascenseur l'écoutaient maintenant, prenaient des notes, validaient ses recommandations. Ce basculement ne s'était pas fait dans l'euphorie. Il avait été arraché à la résistance passive, à l'inertie des habitudes. Mais il avait eu lieu, et ce changement, même silencieux, était irréversible. Un jeudi matin, alors qu'elle entrait dans la salle de conférence pour une réunion hebdomadaire, tous les regards se tournèrent vers elle. Mais cette fois, il n'y avait ni surprise ni tension, juste une attention claire, un respect sans ostentation. Le silence qui s'installa n'était plus celui du malaise, il était celui qu'on réserve à ceux qui comptent. Claire s'assit calmement, ouvrit son cahier et commença à parler du dernier rapport d'audit. Pas une trace d'émotion dans sa voix, juste des faits, de la clarté, de la maîtrise. Plus tard, ce jour-là, elle monta dans l'ancien bureau de Nicolas, désormais partagé avec d'autres dirigeants du cabinet. Il l'attendait, debout devant une baie vitrée, donnant sur les toits de la ville. Il ne dit rien tout de suite. Il lui tendit un document. Une proposition de partenariat externe, une nouvelle mission à l'international, une chance d'élargir encore plus son champ d'action. Claire lut en silence, puis releva les yeux. « C'est une forme de test ?» demanda-t-elle. « Non, c'est une invitation », répondit-il. Elle ne répondit pas immédiatement. Elle savait qu'il ne lui proposerait rien sans raison, mais elle savait aussi que, désormais, elle avait le droit de dire non, ou de négocier. Elle n'était plus celle à qui l'on faisait des faveurs. Elle était celle avec qui on bâtissait. « Je vais y réfléchir », dit-elle simplement. « Prends ton temps, il n'y a aucune urgence. » Il la regarda longuement, comme pour mesurer le chemin parcouru, mais il n'y avait dans ses yeux ni fierté déplacée, ni condescendance. Juste un respect évident et une reconnaissance mutuelle. En quittant le bureau, Claire croisa plusieurs anciens collègues. Certains, désormais, l'accueillaient avec des sourires francs. D'autres, plus réservés, baissaient encore les yeux. Mais même dans ces gestes hésitants, il n'y avait plus de mépris, seulement de l'ajustement, l'acceptation progressive d'une nouvelle réalité. Ce soir-là, de retour chez elle, Claire décrocha la robe bleue du cintre où elle l'avait suspendue depuis la fameuse soirée. Elle la plia avec soin, la rangea dans une boîte qu'elle referma sans regret. Elle ne l'avait portée qu'une fois. Elle n'en aurait probablement jamais besoin à nouveau. Pas parce qu'elle la rejetait, mais parce qu'elle n'avait plus besoin de preuves extérieures pour affirmer sa valeur. Ce que cette robe avait représenté, elle l'avait incarné par son attitude, son travail, sa ténacité. Ce qu'elle avait vécu lors de cette nuit
entre regards figés et moqueries dissimulées, n'avait pas été effacée. Mais ce n'était plus une blessure ouverte. C'était une étape intégrée, un jalon dans un parcours qu'elle n'avait jamais imaginé emprunter. Sur sa table de nuit, le croquis du père de Nicolas reposait toujours encadré. Claire l'observa un instant, puis éteignit la lumière. Dans l'obscurité, elle pensa à tout ce qu'elle n'avait pas dit, à tous les combats silencieux qu'elle avait menés, à toutes les portes qu'elle avait poussées sans fracas, mais avec détermination. Elle n'était pas devenue une autre. Elle avait simplement cessé de se cacher. Le silence de la fête, celui qui l'avait accueilli comme une barrière, s'était transformé avec le temps. Ce n'était plus un silence d'exclusion. C'était celui que l'on réserve à ceux qu'on écoute, à ceux qui n'ont plus besoin d'élever la voix pour être entendus. Claire Martin, autrefois ombre parmi les ombres, était devenue une présence que nul ne pouvait ignorer, pas à cause d'un geste spectaculaire, mais grâce à une constance inébranlable. Elle n'avait plus à se justifier, plus à se faire pardonner d'être là. Elle avait prouvé sans fracas qu'on pouvait faire trembler les murs sans jamais hausser le ton.